On n'est plus ensemble, arrête de m'être surveillé, a-t-elle crié. J'ai répondu, ok, ma faute, j'ai supprimé son numéro et j'ai emmené sa rivale en première classe à Paris. Son like accidentel sur la photo de ma demande en mariage? Trop tard. Ce qui a commencé comme des séances de critique le week-end s'est transformé en une campagne coordonnée pour nous détruire. J'ai appris que, lorsque quelqu'un laisse ses amis dicter sa vie amoureuse, vous ne sortez pas avec cette personne, mais avec tout son cercle social. J'ai rencontré Iris lors d'un festival de food truck il y a 18 mois, et nous nous sommes liés grâce à notre obsession commune pour les disques vinyles obscurs et ces promenades spontanées le week-end où l'on choisit juste une direction pour voir où l'on atterrit. Elle était cette énergie vibrante de la scène créative d'Austin, gérant des partenariats d'influenceurs pour des marques de beauté, alors que je passais mes journées plongées dans des projets de développement de blockchain, construisant des solutions de contrats intelligents pour des startups financières. Ces 6 premiers mois ont semblé sans effort. Nous passions des heures à fouiller dans les magasins de disques comme Anton et End of an Heure, à parler de tout, allant des tendances du marché des crypto-monnaies aux implications philosophiques de la culture des réseaux sociaux sur les connexions humaines authentiques. J'aimais la façon dont elle s'enthousiasmait sincèrement lorsque j'expliquais des concepts techniques complexes, et elle partageait des idées sur la psychologie des marques qui influençaient réellement mon approche de la conception de l'expérience utilisateur. Lorsque nous avons emménagé ensemble après 6 mois, je pensais avoir trouvé quelqu'un qui appréciait à la fois mon esprit analytique et mes élans aléatoires de recherche d'aventure. Quelqu'un qui comprenait que mon approche méthodique de la vie venait d'un souci sincère plutôt que d'un contrôle. C'était avant que son groupe d'amis ne décide que j'étais une menace pour leur écosystème social soigneusement construit. Le changement a commencé subtilement lors de rassemblements de groupes dans des bars branchés sur les toits et des vernissages de galeries, où je remarquais Nora et les autres échanger des regards appuyés chaque fois que je suggérais un endroit plus calme ou que je vérifiais l'une de leurs histoires élaborées sur les réseaux sociaux à propos d'événements exclusifs auxquels ils avaient assisté. Je n'essayais pas d'être difficile. J'aimais vraiment apprendre la vérité derrière les choses, que ce soit en vérifiant les affirmations de durabilité d'un restaurant ou en comprenant la répartition réelle des coûts de leur projet d'escapade le week-end dans des complexes hôteliers coûteux. Mais apparemment, poser des questions sur un dîner à $400 alors qu'il y avait des endroits locaux tout aussi incroyables pour $60 faisait de moi le rabat-joie désigné du groupe. Le gars qui ne pouvait pas simplement suivre le mouvement et profiter du moment sans analyser chaque décision. La critique est devenue plus directe avec le temps, avec des commentaires désobligeants sur ma préférence pour les marathons de codage plutôt que pour les soirées coûteuses en boîte de nuit, où le service de bouteille coûtait plus cher que mon budget alimentaire mensuel. Des blagues sur le fait que j'avais probablement des feuilles de calcul pour tout, y compris les étapes de notre relation. Il levait les yeux au ciel quand je sortais mon téléphone pour rechercher un restaurant avant de faire des réservations, qualifiant cela d'obsessif, alors que j'essayais simplement de nous assurer une bonne expérience sans payer trop cher pour une nourriture médiocre. Nora, la meilleure amie d'Iris depuis l'école d'art, semblait particulièrement investie pour souligner mes supposés défauts, faisant constamment des remarques sur la façon dont les créatifs avaient besoin de spontanéité et de liberté plutôt que de structure et de planification. Elle racontait des histoires élaborées sur ses propres aventures romantiques, soulignant comment ses partenaires la surprenaient toujours avec des voyages de dernière minute à Tulum ou des virées shopping improvisées, peignant une image de la romance qui exigeait une insouciance financière. Iris a commencé à trouver des excuses pour mon comportement après ces rassemblements, m'expliquant que ses amis pensaient que j'étais trop logique et que je tuais leur énergie créative avec mes questions pratiques et mes suggestions soucieuses du budget, comme si vouloir prendre des décisions éclairées était en quelque sorte incompatible avec l'expression artistique. J'ai commencé à remarquer comment elle prenait ses distances avec mes opinions dans les contextes de groupe, riant avec eux quand ils se moquaient de mon habitude de rechercher les lieux avant de m'engager dans des projets ou de mon insistance à lire les petits caractères avant de m'inscrire à leur voyage spontané le week-end vers des destinations coûteuses. La tension est montée d'un cran lorsque j'ai commencé à décliner leurs activités de groupe coûteuses, préférant passer du temps de qualité avec Iris à faire des choses que nous aimions vraiment tous les deux. Explorer des sentiers de randonnée locaux, assister à des concerts en plein air gratuits ou cuisiner des repas élaborés ensemble plutôt que de jouer pour un public qui désapprouvait clairement mon existence. Ils ont interprété mon absence comme un comportement antisocial plutôt que comme une responsabilité financière, créant ce récit selon lequel j'isolais Iris de son système de soutien et étouffais sa croissance artistique par ma simple présence dans sa vie, comme si ma nature pratique était en quelque sorte contagieuse et dangereuse pour leurs esprits créatifs. J'ai commencé à remarquer comment Iris rentrait de leur rassemblement avec cette énergie conflictuelle. Déchirée entre la défense de notre relation et le maintien de sa position au sein de leur hiérarchie sociale très soudée, elle mentionnait des commentaires désinvoltes qu'ils avaient faits sur des couples créatifs prospères qu'ils connaissaient,
soulignant toujours comment ces hommes étaient plus spontanés, plus disposés à investir dans des expériences plutôt que dans des comptes d'épargne, plus alignés avec le style de vie artistique que ses amis considéraient comme authentique. La pression montait vers quelque chose que je ne pouvais pas encore tout à fait identifier, mais je pouvais sentir les fondations de notre relation bouger sous nous alors que les voix extérieures devenaient plus fortes que nos expériences partagées réelles et notre connexion authentique. Le point de rupture est arrivé lors de ce qui aurait dû être un dimanche matin relaxant. Mais Iris était revenue d'un autre voyage coûteux le week-end avec ses amis dans un complexe hôtelier de charme dans le Hill Country, et je pouvais voir la tension familière dans ses épaules qui signifiait une autre session d'intervention de groupe sur notre relation. J'avais suggéré que nous fassions quelque chose d'économique ce week-end-là à la place. Peut-être explorer certains des sentiers de randonnée gratuits autour d'Austin ou aller voir le marché fermier local. Mais apparemment, mes propositions alternatives étaient devenues un sujet de discussion majeur parmi ses amis pendant leurs soins au spa et leurs séances de commérage au bord de la piscine. La confrontation explosive a commencé lorsque j'ai mentionné avec désinvolture que son voyage le week-end coûtait probablement plus que notre loyer mensuel. Non pas comme une critique, mais comme une observation sur les priorités puisque nous parlions d'économiser de l'argent pour un éventuel acompte sur une maison. Sa réaction a été immédiate et disproportionnée, comme si j'avais déclenché un discours soigneusement répété qu'elle avait pratiqué pendant son week-end sous l'influence de son cercle social manipulateur. Elle s'est lancée dans cet ultimatum préparé sur la façon dont ses amis lui avaient ouvert les yeux sur les schémas toxiques de notre relation. Comment j'étouffais apparemment sa croissance artistique par mon approche pratique de la planification financière et ma préférence pour les conversations significatives plutôt que les événements de réseautage social superficiel. Selon sa perspective nouvellement éclairée, gracieuseté des séances intensives de thérapie de groupe d'amis, j'étais possessif et contrôlant parce que je posais des questions sur des projets coûteux et proposais des suggestions alternatives qui s'alignaient sur nos objectifs financiers déclarés. Nora avait été particulièrement manipulatrice lors de cette intervention du week-end, citant mes suggestions de rendez-vous économiques comme une preuve concrète de contrôle financier et de manipulation émotionnelle, peignant ma planification réfléchie comme un abus psychologique calculé plutôt que comme un souci sincère pour notre avenir commun. Les amis avaient apparemment passé des heures à analyser la dynamique de notre relation, avec Nora menant des séances où ils disséquaient mes traits de personnalité et identifiaient des schémas inquiétants qui existaient principalement dans leur imagination collective plutôt que dans la réalité. Ils avaient convaincu Iris que mon habitude de rechercher des restaurants avant de faire des réservations était en fait un comportement de surveillance, que ma préférence pour rester à la maison occasionnellement au lieu de sortir tous les soirs était une tactique d'isolement, et que mes questions sur ses achats coûteux représentaient des tentatives de contrôler son autonomie plutôt que des conversations normales de couple sur les finances partagées. Iris m'a expliqué avec cette confiance répétée qui semblait complètement étrangère que préserver ses amitiés créatives était plus crucial que notre relation amoureuse, car elle avait construit sa marque personnelle et son réseau professionnel avec ces personnes depuis l'école d'art. Alors que je n'étais qu'une distraction romantique apparue dans sa vie relativement récemment, elle avait été convaincue que les créatifs prospères avaient besoin d'amis qui comprenaient leur vision artistique et soutenaient leur choix de vie spontanée, tandis que les partenaires qui remettaient en question les décisions coûteuses ou suggéraient des alternatives pratiques étaient fondamentalement incompatibles avec l'état d'esprit créatif que sa carrière exigeait. La manipulation avait été si complète qu'elle croyait sincèrement que choisir l'approbation de ses amis plutôt que notre partenariat était en fait une forme de soin de soi et d'intégrité artistique plutôt que l'abandon d'une relation significative pour une validation sociale toxique. Ses amis avaient réussi à recadrer chaque aspect positif de ma personnalité comme un défaut de caractère qui menaçait son potentiel créatif et sa réussite professionnelle. Ma fiabilité devenait de la prévisibilité. Ma prévenance devenait du contrôle. Ma responsabilité financière devenait de la mesquinerie, et mon intérêt sincère pour sa vie devenait une surveillance possessive qui étouffait son indépendance. Ils avaient créé ce récit où soutenir notre relation signifiait trahir sa communauté artistique, où ma présence dans sa vie diminuait en quelque sorte son authenticité créative et sa crédibilité professionnelle parmi ses pairs. Lorsqu'elle a terminé son discours d'ultimatum, je suis resté assis tranquillement un moment, traitant la transformation complète de quelqu'un que je pensais connaître en cette étrangère qui avait été programmée pour voir toute notre relation à travers la lentille déformée de son cercle social toxique. J'ai réalisé que je ne faisais pas seulement concurrence à d'autres partenaires romantiques potentiels pour son attention. Je rivalisais avec une identité de groupe soigneusement construite qui exigeait mon élimination pour maintenir son récit cohérent sur l'indépendance créative et l'authenticité artistique. Ma réponse a été calme et mesurée malgré la dévastation émotionnelle que je ressentais en regardant quelqu'un que j'aimais choisir un drame fabriqué plutôt qu'une connexion authentique. Je lui ai dit calmement que si la validation de ses amis comptait plus que notre partenariat,
Elle devrait absolument prioriser leur approbation plutôt que de construire quelque chose de réel avec quelqu'un qui se souciait réellement de son bonheur individuel plutôt que de son utilité pour leur dynamique sociale. J'ai expliqué que je ne rivaliserais pas avec un groupe de personnes qui avaient besoin de démolir notre relation pour se sentir en sécurité quant à leur propre choix de vie et qu'elles méritaient de découvrir si leur amitié pouvait survivre sans un ennemi commun contre lequel s'unir. La dispute s'est terminée avec Iris partant dramatiquement pour rester dans l'appartement loft de Nora, traînant un sac de voyage qu'elle avait apparemment préparé à l'avance. Alors que je commençais calmement à organiser mes affaires et à me préparer à la fin inévitable de notre relation, j'ai passé cette soirée à réfléchir à la façon dont j'avais été systématiquement isolé et diabolisé par des gens qui me connaissaient à peine, et avec quelle efficacité ils avaient convaincu quelqu'un que j'aimais que mes plus grandes forces étaient en fait des défauts dangereux qui menaçaient son épanouissement créatif et sa réussite professionnelle. 3 semaines après notre séparation, j'ai découvert la véritable étendue de leur manipulation grâce à notre ami commun Derek, qui travaillait dans le marketing numérique et était tombé accidentellement sur quelque chose qui lui a retourné l'estomac. Il m'a appelé un mardi soir, la voix serrée par la colère, expliquant qu'il aidait un client start-up avec une stratégie de médias sociaux lorsqu'il a reconnu des captures d'écran familières dans une étude de cas sur les schémas relationnels toxiques que Nora avait apparemment partagé comme exemple de comportement de contrôle. Derek avait immédiatement reconnu nos conversations par SMS grâce aux horodatage et à ma façon distinctive de structurer les messages, réalisant que Nora avait secrètement fait des captures d'écran de nos échanges privés et les avait partagés dans leurs discussions de groupe pour constituer des preuves systématiques contre moi sur plusieurs mois. Les messages étaient stratégiquement recadrés pour supprimer le contexte et faire paraître mes suggestions financières raisonnables comme contrôlantes et manipulatrices, transformant mes questions réfléchies en demandes interrogatoires qui me peignaient comme psychologiquement abusifs. Par exemple, lorsque j'ai envoyé un SMS à Iris lui demandant si elle voulait essayer un nouveau restaurant qui avait reçu d'excellentes critiques et correspondait à notre budget, la capture d'écran de Nora me montrait seulement disant que nous devions respecter notre budget, faisant croire que je dictais où elle pouvait manger plutôt que de suggérer une alternative amusante qui s'alignait sur nos objectifs d'épargne. Lorsque j'avais posé des questions sur le coût de son voyage le week-end parce que j'essayais de planifier notre feuille de calcul du budget mensuel, la capture d'écran donnait l'impression que je surveillais ses dépenses et exigeais une justification financière pour ses activités sociales. Derek m'a montré comment ils avaient créé un dossier numérique complet de notre relation, avec Nora jouant au psychologue amateur et fournissant des commentaires sur chaque interaction qui recadrait mon attention comme du contrôle, ma planification comme de la manipulation, et mes questions comme des tactiques de surveillance conçues pour isoler Iris de son système de soutien. La discussion de groupe était devenue une chambre d'écho où ils analysaient chaque aspect de notre relation à travers la lentille d'une toxicité prédéterminée, avec Nora menant des discussions sur les signes avant-coureurs et les drapeaux rouges qui existaient principalement dans leur interprétation collective plutôt que dans la réalité réelle. Ils avaient systématiquement monté un dossier contre moi pendant des mois, collectant des preuves qu'ils pouvaient déployer stratégiquement chaque fois qu'Iris montrait des signes de bonheur ou de contentement dans notre relation, s'assurant qu'ils avaient toujours des munitions prêtes pour saper tout développement positif entre nous. Lorsque j'ai confronté Iris à propos de cette trahison numérique en lui montrant les captures d'écran que Derek avait récupérées grâce à ses relations professionnelles dans la surveillance des médias sociaux, sa réaction initiale a été une justification défensive plutôt que de l'horreur face à la violation de notre vie privée. Elle a affirmé que les actions de Nora étaient en fait des mesures de protection conçues pour l'aider à reconnaître des schémas toxiques qu'elle était trop émotionnellement impliquée pour voir clairement, comme si avoir nos conversations privées disséquées par des observateurs hostiles était en quelque sorte bénéfique pour la santé de notre relation. Elle a expliqué que ses amis étaient sincèrement préoccupés par son bien-être et documentaient simplement des comportements inquiétants pour l'aider à prendre du recul sur des dynamiques qui pourraient être nuisibles à son développement émotionnel et à sa croissance créative. Le fait qu'ils avaient systématiquement violé notre vie privée pendant des mois et manipulé sa perception de nos interactions par le biais d'un montage sélectif et d'une interprétation hostile était initialement présenté comme la preuve de leur amitié bienveillante plutôt que comme une manipulation psychologique calculée. Cependant, alors que je lui parcourais les exemples spécifiques de la façon dont le contexte avait été supprimé et les conversations avaient été recadrées, je pouvais voir le doute s'insinuer dans ses yeux alors qu'elle commençait à reconnaître la distorsion délibérée de nos schémas de communication réellement sains. Elle a commencé à réaliser que les discussions normales de couple sur les finances, les projets futurs et la logistique quotidienne avaient été transformés en preuves de comportement de contrôle par un montage minutieux et une interprétation malveillante par des personnes qui avaient prédéterminé que notre relation était toxique. Les captures d'écran révélaient que son groupe d'amis avait activement saboté tout développement positif dans notre relation, célébrant lorsque nous avions des désaccords mineurs et élaborant des stratégies sur la façon d'amplifier toute tension en conflit majeur qui nous séparerait.
L'enquête de Derek avait découvert que cette campagne de manipulation numérique durait depuis des mois, avec Nora servant d'architecte principal du sabotage systématique de la relation déguisée en amitié concernée et en soutien émotionnel. Le groupe d'amis sabotait délibérément les relations amoureuses d'Iris depuis 3 ans, créant une chambre d'écho où il contrôlait ses choix de rencontres par une pression sociale coordonnée et un drame fabriqué qui la maintenait émotionnellement dépendante de leur validation et de leur approbation. Derek avait trouvé des preuves dans leur modèle d'activité sur les réseaux sociaux montrant que ce même groupe avait précédemment ciblé les 2 dernières relations sérieuses d'Iris avec des campagnes similaires, sapant systématiquement tout partenariat romantique qui menaçait leur contrôle collectif sur sa vie sociale et émotionnelle. Ils avaient perfectionné une technique consistant à identifier les qualités relationnelles positives et à les recadrer comme des signes avant-coureurs inquiétants, s'assurant que tout partenaire qui rendait Iris réellement heureuse finirait par être dépeint comme psychologiquement dangereux et incompatible avec son style de vie créatif et ses aspirations artistiques. Le schéma était constant à travers plusieurs relations. Acceptation initiale suivie d'une critique progressive, d'un isolement stratégique du partenaire des activités de groupe, d'une documentation minutieuse des interactions relationnelles normales qui pouvaient être recadrées comme des schémas inquiétants, et finalement une intervention coordonnée qui a convaincu Iris de choisir leur amitié plutôt que le partenariat romantique. Nora avait été la force motrice constante derrière chaque campagne de sabotage relationnel, se présentant comme l'avocate protectrice d'Iris tout en s'assurant qu'aucun partenaire romantique ne pourrait rivaliser avec succès avec le monopole du groupe d'amis sur son attention émotionnelle et sa validation sociale. La vérité choquante sur les motivations réelles de Nora a émergé 2 semaines plus tard lorsqu'Iris travaillait sur un projet artistique collaboratif qu'elles avaient développé ensemble, accédant à leur dossier créatif partagé sur le stockage en nuage pour récupérer des fichiers de conception pour son portfolio. Elle parcourait des dossiers d'images d'inspiration et de brouillons de projet lorsqu'elle a accidentellement cliqué dans un sous-dossier intitulé « Réflexions personnelles » qu'elle n'avait jamais remarqué auparavant, supposant qu'il contenait l'inspiration artistique de Nora ou des exercices d'écriture créative. Au lieu de cela, elle a découvert une vaste collection de poèmes d'amour explicites que Nora avait écrits sur elle au cours des 4 dernières années, des fantasmes détaillés sur leurs relations romantiques potentielles et des entrées de journal obsessionnel analysant chaque aspect de la personnalité, de l'apparence et des activités quotidiennes d'Iris avec l'intensité de quelqu'un de profondément épris plutôt que platoniquement favorable. Les poèmes étaient incroyablement personnels et romantiques, décrivant des moments intimes qu'elles avaient partagés en tant qu'amies, mais les réimaginant comme des rencontres romantiques, exprimant de la jalousie envers les relations d'Iris avec les hommes et décrivant des fantasmes élaborés sur ce à quoi leur vie ensemble pourrait ressembler si Iris reconnaissait leur connexion destinée. Nora documentait son obsession romantique depuis des années, écrivant des analyses détaillées des schémas de rencontres d'Iris et développant des plans stratégiques pour éliminer les concurrents romantiques qui menaçaient sa vision de leur relation éventuelle. Les entrées de journal révélaient que la manipulation de Nora s'étendait bien au-delà de ma relation, car elle avait systématiquement convaincu Iris que ses petits amis précédents étaient créativement incompatibles par le biais de campagnes de capture d'écran similaires et de stratégies d'intervention de groupe coordonnées conçues pour l'isoler des partenariats romantiques. Elle jouait le jeu sur le long terme depuis 4 ans, se positionnant comme le système de soutien émotionnel et de confiance le plus fiable d'Iris tout en nourrissant secrètement des sentiments romantiques et en sabotant activement toute relation qui pourrait potentiellement mener à un engagement sérieux ou au mariage. Le dossier contenait des assassinats de caractère détaillés des partenaires précédents d'Iris, des plans stratégiques pour saper leur relation et des entrées de célébration chaque fois que Nora réussissait à convaincre Iris de mettre fin à une connexion romantique prometteuse en faveur de la priorité à leur amitié et à leur collaboration créative. Nora collectait méthodiquement des informations sur les faiblesses et les insécurités perçues de chaque petit ami, puis utilisait ces renseignements comme une arme pour convaincre Iris que ces hommes étaient fondamentalement incompatibles avec son style de vie artistique et son bonheur à long terme. La manipulation avait été si sophistiquée qu'elle avait convaincu Iris que choisir des partenaires romantiques masculins plutôt que des amitiés féminines représentait une misogynie intériorisée et une trahison des principes créatifs féministes, la culpabilisant essentiellement pour qu'elles priorisent leur amitié pseudo-romantique par rapport à des relations romantiques authentiques avec des partenaires appropriés. Lorsqu'Iris a confronté le cercle d'amis à propos de leur ingérence coordonnée dans ses relations personnelles, leur montrant des preuves de la manipulation systématique de Nora et de son agenda romantique caché, leur réaction a été une hostilité immédiate et une déviation défensive plutôt qu'une préoccupation pour le bien-être émotionnel d'Iris. Au lieu de reconnaître qu'ils avaient permis la manipulation psychologique de Nora pendant des années, ils se sont retournés contre Iris avec des attaques personnelles vicieuses, l'accusant d'être ingrate pour leur amitié et leur soutien, affirmant qu'elle délirait sur les intentions de Nora et suggérant que son instabilité émotionnelle l'amenait à mal interpréter les comportements normaux d'amitié comme quelque chose de sinistre.
Le groupe d'amis a révélé son besoin toxique de contrôler les choix personnels d'Iris plutôt que de soutenir son bonheur authentique, indiquant clairement que leur amitié avait toujours été conditionnelle à sa conformité avec leurs préférences collectives concernant ses relations amoureuses et ses décisions de vie. Ils l'ont accusé de trahir leur confiance en fouillant dans les fichiers privés de Nora, ignorant complètement le fait que ces fichiers contenaient la preuve d'années de manipulation psychologique systématique et de sabotage relationnel qui avaient endommagé sa capacité à former des connexions romantiques saines. Leur instinct immédiat a été de protéger la réputation de Nora et de maintenir la cohésion du groupe plutôt que de traiter la grave violation de confiance et la manipulation émotionnelle qui s'était produite sous leur approbation et leurs encouragements collectifs. La confrontation s'est intensifiée lorsqu'ils ont exigé qu'Iris choisisse entre croire aux explications de Nora selon lesquelles les écrits romantiques étaient une expression artistique et une exploration créative contre le maintien de ses accusations de manipulation et d'abus émotionnels. Ils lui ont présenté un ultimatum remarquablement similaire à celui qu'elle m'avait donné, insistant sur le fait que son amitié continue avec leur groupe nécessitait d'accepter le comportement de Nora comme une expression créative inoffensive plutôt que de le reconnaître comme la preuve d'une campagne de manipulation psychologique sophistiquée conçue pour l'isoler du bonheur romantique. Lorsqu'Iris a refusé de prétendre que des années de sabotage relationnel systématique étaient des comportements d'amitié normaux, ils l'ont immédiatement excommuniée de leur cercle social, la bloquant sur toutes les plateformes et répandant des rumeurs sur son instabilité émotionnelle et ses délires paranoïaques dans toute la communauté créative interconnectée d'Austin. 3 mois après notre séparation, Iris a réalisé qu'elle avait sacrifié à la fois sa relation significative et son groupe d'amis lorsqu'ils l'ont complètement excommuniée pour avoir défendu mon caractère auprès d'étrangers et refusé d'accepter la manipulation romantique de Nora comme une expression créative inoffensive. L'isolement l'a frappée plus durement qu'elle ne l'avait prévu alors qu'elle découvrait que toute son identité sociale avait été construite autour de cette dynamique de groupe toxique. Et sans leur validation constante et leurs activités partagées, elle se sentait complètement à la dérive dans la scène créative d'Austin, où tout le monde semblait être au courant de sa rupture dramatique avec ses anciennes meilleures amies. Elle avait perdu non seulement son cercle social, mais aussi plusieurs opportunités professionnelles, car Nora avait stratégiquement répandu des rumeurs sur son instabilité émotionnelle et son comportement peu fiable auprès de contacts mutuels dans l'industrie du marketing d'influence, sabotant efficacement ses perspectives de carrière tout en maintenant l'apparence d'une préoccupation innocente pour sa santé mentale. Iris a lancé une campagne désespérée pour renouer avec moi via plusieurs plateformes, envoyant des messages vidéo élaborés détaillant les tactiques de manipulation psychologique de Nora et fournissant des preuves du sabotage relationnel systématique qu'elle avait découvert dans leurs fichiers partagés. Ce n'était pas de simples SMS d'excuses, mais des présentations complètes où elle parcourait les preuves par capture d'écran, analysait les schémas de manipulation et expliquait à quel point elle avait été complètement endoctrinée pour voir nos dynamiques relationnelles saines comme des signes avant-coureurs inquiétants qui menaçaient son authenticité créative et son indépendance artistique. Elle a envoyé des explications détaillées sur la façon dont Nora avait utilisé la rhétorique féministe comme une arme pour la convaincre que prioriser les relations amoureuses par rapport aux amitiés féminines représentait une misogynie intériorisée, la culpabilisant essentiellement pour qu'elle abandonne les connexions romantiques authentiques en faveur du maintien de la dynamique de groupe toxique qui la maintenait émotionnellement dépendante de leur approbation et de leur validation. Ces messages sont devenus de plus en plus frénétiques et désespérés à mesure que les semaines passaient sans réponse, la voyant implorer juste une occasion de reconstruire la confiance endommagée et de prouver qu'elle comprenait enfin la différence entre une préoccupation sincère et un contrôle manipulateur déguisé en amitié protectrice. Elle a proposé de suivre une thérapie de couple, de déménager dans une autre ville pour échapper à l'environnement social toxique et de restructurer complètement sa vie autour de la reconstruction de notre partenariat plutôt que de maintenir des liens sociaux qui s'étaient avérés destructeurs pour son bien-être émotionnel et son bonheur romantique. Au cours de cette campagne de réconciliation, j'avais déjà commencé à sortir avec Luna, une conceptrice d'architecture durable qui célébrait mon esprit analytique et partageait ma passion pour les conversations significatives plutôt que pour les événements de réseautage superficiel qui dominaient la scène sociale créative d'Austin. Luna était tout ce que le groupe d'amis d'Iris l'avait convaincu de rejeter. Quelqu'un qui appréciait la planification réfléchie, valorisait la responsabilité financière et trouvait mon approche détaillée de la vie attachante plutôt que contrôlante ou étouffante pour son esprit créatif. Elle s'enthousiasmait réellement lorsque je recherchais des restaurants avant les rendez-vous, appréciant l'effort que je mettais à trouver des endroits qui correspondaient à nos valeurs et à notre budget. Et elle apportait ses propres recherches sur les pratiques durables et les caractéristiques architecturales qui rendaient les expériences culinaires plus significatives que de simples opportunités coûteuses pour Instagram. Le contraste était remarquable car Luna comprenait que mon approche méthodique des relations venait d'un souci sincère et du désir de construire quelque chose de durable plutôt que d'un besoin de contrôler ou de manipuler son autonomie et son expression créative.
Les tentatives de réconciliation d'Iris sont devenues de plus en plus frénétiques lorsqu'elle a découvert ma nouvelle relation via les réseaux sociaux, où Luna et moi avions posté des photos d'une conférence sur la technologie blockchain à laquelle nous avions assisté ensemble, paraissant sincèrement heureux et intellectuellement engagés plutôt que de jouer le bonheur pour la validation sociale. La réalisation que j'étais passé à autre chose avec quelqu'un qui appréciait exactement les qualités que son groupe d'amis l'avait convaincu d'être toxique a déclenché un effondrement émotionnel complet, car elle a finalement compris que la manipulation de Nora lui avait coûté non seulement notre relation, mais aussi sa capacité à reconnaître une véritable compatibilité et des dynamiques relationnelles saines. Elle a commencé à apparaître à l'improviste à mes rencontres sur la crypto-monnaie et à mes ateliers de développement de blockchain, créant des scènes gênantes où elle essayait de déclarer publiquement sa nouvelle compréhension des tactiques de manipulation tandis que les autres participants regardaient avec une confusion inconfortable le drame personnel interrompant les événements de réseautage professionnel. Son comportement désespéré a escaladé jusqu'à envoyer des gadgets technologiques coûteux à mon appartement, des claviers mécaniques haut de gamme, des écouteurs anti-bruit premium et des outils de développement avancés qui coûtaient plus cher que son loyer mensuel. Croyant apparemment que des gestes coûteux pouvaient en quelque sorte compenser des mois de manipulation psychologique et d'abandon émotionnel influencés par son cercle social toxique. Ces cadeaux semblaient particulièrement creux car ils démontraient qu'elle ne comprenait toujours pas que le problème fondamental n'était pas l'argent ou les gestes matériels, mais le fait qu'elle avait choisi la validation sociale plutôt que notre connexion authentique et qu'elle avait permis à des voix extérieures de redéfinir complètement nos dynamiques relationnelles saines comme des signes avant-coureurs inquiétants. Ses anciens amis sabotaient activement ses efforts de réconciliation en répandant des rumeurs malveillantes sur son instabilité émotionnelle et son comportement désespéré dans toute la communauté créative très soudée d'Austin, s'assurant que sa réputation professionnelle en souffrait tout en faisant clairement savoir à quiconque voulait l'écouter qu'elle harcelait son ex-petite ami et faisait des tentatives élaborées pour le manipuler afin de le ramener dans une relation par des cadeaux coûteux. Et des démonstrations émotionnelles publiques. Les conséquences sociales de la résistance à la manipulation de Nora ont été graves et durables, car le groupe d'amis avait une influence significative au sein des cercles de réseautage créatif d'Austin et pouvait effectivement mettre sur liste noire quiconque contestait leur récit sur les dynamiques relationnelles saines et les limites d'amitié appropriées. 8 mois plus tard, Iris a dramatiquement confronté Luna et moi à la conférence Austin Blockchain Innovation, un événement trimestriel où j'assistais régulièrement à des ateliers le week-end pour rester au courant des technologies de crypto-monnaie émergentes et me connecter avec d'autres développeurs travaillant sur des projets de finances décentralisées. Luna et moi avions installé une table de réseautage pour discuter de l'intégration de son cabinet d'architecture durable avec des systèmes de suivi de crédit carbone basés sur la blockchain. Une collaboration que nous développions et qui combinait son expertise environnementale avec mes compétences en développement technique de manière à la fois professionnellement passionnante et personnellement significative. Nous étions en grande conversation avec un client potentiel sur la mise en œuvre de contrats intelligents pour les certificats d'énergie renouvelable lorsque j'ai remarqué une silhouette familière s'approchant de notre stand avec la démarche déterminée de quelqu'un qui planifiait cette confrontation depuis des semaines. Iris est apparue à notre table de réseautage avec une allure radicalement différente de la professionnelle créative et confiante que j'avais connue autrefois, son apparence reflétant des mois de tourmente émotionnelle et d'isolement social qui avaient clairement eu des conséquences graves sur sa santé mentale et sa présentation professionnelle. Elle semblait plus mince, avec des cernes sous les yeux et l'énergie désespérée de quelqu'un qui avait répété ce moment dans sa tête pendant des mois, convaincu qu'un grand geste public pourrait en quelque sorte défaire les dommages causés par ses choix précédents et la manipulation systématique qu'elle avait finalement reconnue. Sans aucune reconnaissance du cadre professionnel ou des clients confus avec lesquels nous parlions, elle s'est lancée dans un discours émotionnel bruyant sur la façon dont Luna n'était qu'un remplacement temporaire et que j'appartenais à quelqu'un qui comprenait vraiment mon potentiel visionnaire et ma compatibilité créative plutôt que de me contenter d'une connexion intellectuelle de surface. Sa voix portait à travers les tâches de la conférence alors qu'elle déclarait que notre relation avait été détruite par une manipulation extérieure plutôt que par une véritable incompatibilité, et qu'elle avait appris à reconnaître la différence entre l'amitié protectrice et le contrôle psychologique qui avait systématiquement saboté sa capacité à maintenir des partenariats romantiques sains. La scène est devenue de plus en plus inconfortable alors que d'autres participants à la conférence arrêtaient leur conversation pour regarder ce spectacle émotionnel se dérouler lors de ce qui était censé être un événement de réseautage professionnel axé sur l'innovation technologique plutôt que sur le drame des relations personnelles. Iris semblait complètement inconsciente de la nature inappropriée de son effondrement émotionnel public, continuant à plaider sa cause tandis que Luna et moi échangions des regards qui communiquaient notre inconfort partagé face à cette violation des limites professionnelles et de l'étiquette sociale. Ce qui a rendu la situation encore plus mortifiante était la présence de plusieurs visages familiers de la communauté créative d'Austin,
y compris Nora et 2 autres anciennes amies qui avaient apparemment assisté à cette conférence spécifiquement pour être témoins et documenter l'effondrement émotionnel prévu d'Iris pour leur divertissement sur les réseaux sociaux. Elles ont immédiatement commencé à enregistrer l'incident sur leur téléphone, se positionnant stratégiquement pour capturer les angles les plus humiliants tout en échangeant des regards complices suggérant qu'elles avaient anticipé ce scénario exact et étaient ravies de voir leurs prédictions sur le comportement désespéré d'Iris confirmées dans un forum aussi public. Les anciennes amies appréciaient clairement cette validation de leur récit sur l'instabilité émotionnelle d'Iris et les violations inappropriées des limites, rassemblant des preuves qui soutiendraient leur campagne d'assassinat de caractère en cours dans les réseaux créatifs et professionnels interconnectés d'Austin. Luna a géré la situation avec une grâce et un professionnalisme remarquables. Se présentant calmement à nos clients confus comme ma partenaire dans des contextes à la fois professionnels et personnels, expliquant brièvement que nous traitions une situation personnelle malheureuse qui ne reflétait pas les normes professionnelles de notre travail collaboratif sur les applications blockchain durables. Elle a réussi à rediriger la conversation vers notre projet de suivi des crédits carbone pendant que je traitais la crise immédiate de l'effondrement émotionnel public d'Iris, démontrant exactement le genre d'approche composée de résolution de problèmes qui m'avait initialement attiré vers sa personnalité pratique et réfléchie. J'ai expliqué professionnellement mais fermement à Iris que ce n'était pas un lieu approprié pour des conversations personnelles et j'ai suggéré qu'elle me contacte par les canaux appropriés si elle avait besoin de discuter de quelque chose d'important. Bien que j'ai clairement indiqué que notre relation amoureuse était définitivement terminée et que son comportement public nuisait à sa réputation professionnelle d'une manière qui aurait des conséquences de carrière à long terme. L'incident s'est propagé rapidement dans les réseaux technologiques et créatifs d'Austin en quelques heures, car plusieurs participants avaient enregistré différents angles de l'éclat émotionnel d'Iris et avaient commencé à partager des versions éditées sur diverses plateformes sociales avec des commentaires allant de la préoccupation sympathique pour les luttes de santé mentale à la moquerie cruelle sur le comportement désespéré de l'ex-petite amie lors d'événements professionnels. Ces anciennes amies ont contribué avec des commentaires particulièrement vicieux, disant que c'était exactement le genre d'effondrement prévisible dont elles avaient averti les gens, se positionnant comme des protectrices prémonitoires de la communauté qui avait correctement identifié des schémas comportementaux inquiétants qui étaient maintenant affichés publiquement pour que tout le monde puisse en témoigner et juger. 15 mois plus tard, j'ai fait ma demande à Luna lors d'une séance privée d'observation des étoiles à l'observatoire McDonald à l'ouest d'Austin, ayant découvert quelqu'un qui valorisait mon intellect authentique plutôt que les attentes de performance sociale et appréciait sincèrement la planification réfléchie qui entrait dans la création d'expériences partagées significatives plutôt que des opportunités coûteuses pour Instagram. La demande elle-même reflétait tout ce que j'avais appris sur la construction d'une relation avec quelqu'un qui comprenait vraiment mes valeurs, car j'avais passé des semaines à rechercher le moment optimal du calendrier lunaire pour la visibilité céleste et à coordonner avec le personnel de l'observatoire pour organiser un accès privé au télescope pour voir les anneaux de Saturne et les lunes de Jupiter pendant les conditions atmosphériques maximales. Luna a été sincèrement émue par l'effort que j'avais mis pour créer ce moment parfait qui combinait notre fascination commune pour la technologie, la durabilité et le monde naturel, comprenant que ma planification détaillée venait de l'amour plutôt que du contrôle, de l'appréciation plutôt que de l'obsession de gérer chaque aspect de nos dynamiques relationnelles. Elle a dit oui alors que nous regardions à travers le télescope vers des galaxies lointaines et nous avons passé le reste de la nuit à parler de nos projets futurs pour étendre son cabinet d'architecture durable et mes projets de développement de blockchain en entreprise collaborative qui pourraient avoir un impact environnemental significatif. Le contraste avec ma relation précédente n'aurait pas pu être plus frappant. Alors que Luna célébrait mon approche analytique de la résolution de problèmes et appréciait la façon dont je recherchais des lieux durables pour la planification de notre mariage, recherchait des fournisseurs éthiques qui s'alignaient sur nos valeurs environnementales et créait des feuilles de calcul détaillées pour gérer notre budget de manière à prioriser les expériences significatives sur le luxe superficiel qui générerait une validation sur les réseaux sociaux. Pendant ce temps, Iris restait professionnellement isolée des cercles créatifs d'Austin et luttait pour établir de nouvelles collaborations en raison de sa réputation de privilégier le drame du groupe d'amis sur la stabilité romantique, avec de nombreux partenaires commerciaux potentiels ayant entendu des récits de seconde main de son effondrement public à la conférence blockchain et de son habitude de permettre aux relations personnelles d'interférer avec les opportunités professionnelles. La communauté créative l'avait essentiellement mise sur liste noire, non pas à cause de sa confrontation avec la manipulation de Nora, mais à cause de son comportement désespéré ultérieur qui violait les limites professionnelles et démontrait un manque de jugement sur les contextes sociaux appropriés pour l'expression émotionnelle personnelle. Elle avait brûlé les ponts avec plusieurs figures influentes de l'industrie du marketing d'influence d'Austin en les impliquant dans son drame relationnel, leur demandant de choisir leur camp entre sa version des événements et le récit soigneusement construit de Nora sur son instabilité émotionnelle et son comportement professionnel peu fiable.
Son isolement s'est aggravé lorsqu'elle a réalisé que reconstruire sa carrière nécessiterait de quitter complètement Austin et de recommencer à zéro dans une ville différente où sa réputation n'avait pas été systématiquement détruite par la combinaison de la campagne stratégique d'assassinat de caractère de Nora et de ses propres mauvais choix sur la façon de gérer les conséquences de la reconnaissance de cette manipulation. Elle a fait une dernière tentative pour me joindre via une demande de connexion professionnelle LinkedIn, affirmant qu'elle avait besoin de tourner la page pour sa santé mentale et offrant des excuses complètes pour avoir permis à une manipulation externe de détruire notre partenariat, ainsi que des explications détaillées du travail de thérapie psychologique qu'elle avait fait pour comprendre comment elle avait été programmée pour voir des dynamiques relationnelles saines comme des signes avant-coureurs inquiétants. Son message était en fait assez réfléchi et démontrait une vision sincère des tactiques de manipulation dont elle avait été victime, reconnaissant que son groupe d'amis avait systématiquement saboté non seulement notre relation, mais sa capacité à reconnaître une véritable compatibilité et une connexion émotionnelle authentique par rapport à la validation sociale et à l'approbation du groupe. Elle a expliqué qu'elle avait passé des mois en thérapie individuelle à travailler sur le traumatisme de réaliser que ses amitiés les plus proches avaient été des tromperies élaborées conçues pour contrôler ses choix romantiques et la maintenir émotionnellement dépendante de leur approbation plutôt que de construire une indépendance saine et des relations personnelles authentiques. Les excuses incluaient la reconnaissance que ces tentatives de réconciliation désespérées avaient été inappropriées et contre-productives, que son effondrement public à la conférence avait endommagé nos deux réputations professionnelles et que son incapacité à accepter les conséquences de ses choix l'avait empêché de traiter la perte de manière saine qui aurait pu conduire à une véritable croissance personnelle. Cependant, j'ai partagé le message avec Luna, qui a encouragé le maintien de limites strictes de non-contact indépendamment de la prévenance ou de la sincérité apparente des excuses, soulignant que s'engager avec le besoin de fermeture d'iris conduirait inévitablement à rouvrir des blessures qui avaient enfin guéri et potentiellement déstabilisé la relation saine que nous avions construite ensemble. Nous avons immédiatement bloqué Iris sur toutes les plateformes numériques tout en planifiant notre cérémonie de mariage intime à destination du Costa Rica, entouré de la famille de Luna et de mes amis proches qui avaient soutenu notre relation depuis le début et comprenaient pourquoi le maintien de limites avec les personnes toxiques était essentiel pour protéger notre avenir commun. Le mariage était tout ce que j'avais toujours imaginé qu'une célébration significative devrait être. Axé sur la durabilité et la connexion authentique plutôt que sur des affichages coûteux conçus pour la validation sur les réseaux sociaux, avec de la nourriture biologique d'origine locale, des lieux alimentés par des énergies renouvelables et des activités qui reflétaient nos valeurs partagées et nos personnalités authentiques plutôt que de jouer le bonheur pour une approbation externe. L'ancien cercle d'amis d'Iris a continué son schéma destructeur avec de nouvelles recrues créatives, ciblant d'autres jeunes femmes de l'industrie du marketing d'influence d'Austin et répétant les mêmes tactiques de manipulation qui avaient failli détruire sa capacité à maintenir des relations amoureuses saines. Mais elle avait enfin développé l'intelligence émotionnelle pour reconnaître ces schémas et a choisi la solitude professionnelle plutôt qu'une validation sociale toxique qui exigeait d'abandonner le bonheur personnel pour l'approbation du groupe. Son isolement a été douloureux mais nécessaire pour briser le cycle de manipulation qui avait contrôlé ses choix romantiques pendant des années. Et selon des connaissances mutuelles, elle a fini par déménager à Portland où elle a lentement commencé à reconstruire sa carrière et à apprendre à faire confiance à son propre jugement sur les relations plutôt que d'externaliser ses décisions à des groupes sociaux avec des agendas cachés qui privilégiaient le contrôle sur l'amitié véritable et le soutien émotionnel.